Alors bonjour à tous. Pour cette 8e ronde du plus fort tournoi d'échecs de l'année, le Tata Steel Chess, je vous ai choisi une partie qui a opposé Richard Rapport avec les Blancs à Praggnanandhaa. Alors nous avons vu une partie de Richard Rapport hier contre le champion du monde Magnus Carlsen. Une partie totalement débridée, fantasque, originale dans l'ouverture. Si vous n'avez pas vu cette partie, je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus parce qu'elle va vous distraire. Mais aujourd'hui, Richard Rapport a les idées beaucoup plus claires. Il a décidé de taper très fort, très dur, sur la tête du roi de Praggnanandhaa. Alors Rapport ouvre avec le pion roi, il joue E4, E5 la symétrie, cavalier F3 on attaque le pion central, cavalier C6 sur le défend, et fou C4, le coup constitutif de l'ouverture italienne. Le fou pointe le pion F7, le pion le moins bien défendu de l'ouverture, puisqu'il est défendu uniquement par le roi. Alors les noirs font la même chose, ils jouent fou C5. Et là, les blancs, ils jouent C3. C'est le coup principal. Pourquoi mettre le pion en C3? Ça obstrue la case, finalement, pour le cavalier. Mais l'idée de mettre le pion en C3, c'est d'appuyer la poussée des 4 et de conquérir le centre, d'établir ce qu'on appelle un fort centre de pion. Alors les noirs jouent cavalier F6. Ils s'en prennent immédiatement au pion E4, en profitant du fait que le pion C3 empêche la venue du cavalier qui pourrait défendre le pion en E4. Alors ici, il y a principalement deux coups. Soit on méprise l'attaque du pion en E4 en jouant D4, puisqu'on attaque le fou, donc on essaie de créer des menaces supérieures. Soit on diffère cette poussée D4, on joue pour le moment D3. Et c'est ce qu'a choisi Richard Rapport. C'est pas qu'il refuse de jouer D4, il cherchera à le faire, mais dans de meilleures conditions. Alors, les noirs jouent D6, et là, cavalier BD2. Pourquoi jouer ce cavalier maintenant? En fait, le cavalier, il va chercher à arriver en G3, par ce chemin-là. Cavalier F1, cavalier G3. Avec l'idée que le cavalier en G3 protégera le pion en E4, et donc le pion D3 pourra ensuite conquérir le centre par la poussée D4. Mais certains vont me dire, oui, mais en D2, le cavalier protège déjà E4. Oui, mais il gêne la dame. Du coup, la dame blanche ne peut pas appuyer la poussée D4. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir un transfert du cavalier en G3 pour que le cavalier défende le pion E4 et que la dame, le cavalier F3 et le pion C3 aident à la poussée D4. En plus, il y a un autre intérêt à cette venue du cavalier en G3. C'est que si les noirs cherchent à jouer fou G4 pour clouer le cavalier en F3, on pourra jouer H3 pour attaquer ce fou. Et si le fou recule, eh bien la présence du cavalier G3 permettra d'éliminer ce fou. Donc cette manœuvre, qui paraît assez rampante et assez lente, cavalier F1, cavalier G3, en réalité elle est très courante dans cette structure, dans cette ouverture de partie italienne. Les noirs ont joué A6. Il peut être étonnant de jouer ainsi A6, mais c'est un coup multifonction. Ça permettra au fou de reculer en A7 s'il est attaqué. Ça peut permettre au pion B7 parfois de venir en B5. Et puis ça peut aussi envisager de jouer cavalier A5 pour que le cavalier puisse supprimer le fou de case blanche, qui est bien placé. C'est la pièce blanche, là, pour l'instant, la mieux placée, la pièce légère blanche la mieux placée, puisqu'elle vise le pion en F7. Et donc, le fait de jouer cavalier A5, eh bien maintenant, les blancs ne pourront plus jouer fou B5 échec. Donc, ça peut être l'idée. D'ailleurs, les blancs prennent les devants, ici, jouent fou B3. Ainsi, sur cavalier A5, le fou pourrait reculer en C2. On se dit, il est passif, mais non, parce que ça permettra la poussée D4, puisque le fou C2 protégera le pion E4. Et en plus, si le cavalier noir vient en A5, les noirs seront exposés à la poussée du pion B4, une fois que le fou B3 sera plus là, avec des fourchettes. Alors que jouent les noirs? Ils jouent petit roc. Et regardez ce que fait Richard Rapport. Il ne fait pas petit roc. On dit aux débutants, sortez vos pièces, roquez très vite. Ne jouez pas plusieurs fois la même pièce. Et pourtant, Richard Rapport, ici, va jouer plusieurs fois son cavalier. Il va jouer cavalier F1. Alors, pourquoi il joue ainsi? Il faut comprendre que le centre est fermé, la colonne E est fermée, il y a des pions E5 et E4. Donc il peut différer la mise en sécurité de son roi par le roc. Il ne pourrait pas le faire si la colonne E était ouverte et que le roi blanc serait exposé à des attaques comme ça des pièces lourdes. Donc là, la nature encore fermée du centre lui permet de, pour l'instant, rester au centre avec son roi. Et on va voir que
le petit roc hâtif des noirs, pas actif, mais hâtif des noirs, va leur causer préjudice. Alors que jouent les noirs habituellement dans cette position? La poussée des 5 est souvent jouée par les noirs ici. Ils essayent d'ouvrir la position, d'ouvrir le centre, en profitant du fait que le roi blanc traîne au centre. Donc cette poussée en D5 est souvent jouée. On a aussi le coup fou E6, qui est un coup de développement naturel. Et là, Praggnanandhaa va jouer cavalier E7. Avec une double idée, c'est que le cavalier E7 peut aller en G6, tout comme le cavalier F1 allait en G3. Et puis, en partant avec son cavalier, il libère le pion C7, qui peut venir en C6, appuyer la poussée D5, par exemple. Mais c'est un coup assez rare, cavalier E7. D5 ou fou E6 étaient les coups les plus populaires. Alors, Richard Rapporte vient clouer. Enfin non, là, c'est pas un clouage, mais il vient menacer de prendre le cavalier, et si le pion reprend, ça va déstructurer l'abri du roi noir. Donc les noirs jouent cavalier G6. Ainsi, sur fou prend cavalier, la dame est capable de reprendre. Mais maintenant, le cavalier F6 est bien cloué. Pas question pour lui de bouger, puisqu'il y a la dame derrière, bien sûr. Et là, je vais vous inviter à trouver le coup de Richard Rapporte. Un coup savoureux. Eh bien, vous pouvez mettre la vidéo sur pause pour avoir le temps nécessaire à votre réflexion, comme d'habitude. Et on se retrouve après pour comparer votre idée à celle du champion. A tout de suite. Alors, qu'a joué Richard Rapporte ici? Il a poussé son pion H2 en H4. Il envoie ce pion comme un bélier de combat pour aller déstabiliser le cavalier G6 par la poussée H5 et même menacer de frapper en H6 les parois défensives du roc noir. Il entame un assaut contre le petit roc des noirs. Les noirs ont roqué, pas les blancs. Très bien, le petit roc des noirs se fait attaquer. Et l'idée de Richard Rapporte, ça serait certainement de pouvoir rester au centre tant que le centre est fermé. Et puis si des menaces trop importantes se font sortir sur lui au centre, eh bien il peut toujours jouer pour grand roc d'ailleurs. Donc il envoie l'attaque. Il a le fou qui pointe en direction du roi noir, qui cloue le pion F7 avec le roi noir en ligne de mire, le pion H qui menace d'arriver, déstabiliser le cavalier et de détruire le pion G7. Il y a ce fou qui cloue le cavalier noir, le cavalier F1 qui peut rejoindre l'attaque par cavalier G3. Une fois que le pion va rentrer en contact avec l'armée noire, la tour H1 va voir sa colonne s'agrandir et également trouver du jeu. Donc c'est une idée très offensive. Il est d'une humeur très rageuse contre le roi noir ici. H4. Alors comment va réagir Praggnanandhaa? Il va jouer ici tour E8 et H5. Le cavalier vient en F4. Alors il faut comprendre que le cavalier en F4, il n'est pas venu là pour rien. Il crée une menace. Il crée la menace de prendre le pion G2 et de faire échec au roi blanc. Et vous savez quoi? Richard Rapporte, il va totalement mépriser cette menace. Il amène de nouvelles pièces à l'attaque du roi noir. Il joue cavalier G3. Alors ici, Praggnanandhaa va choisir de jouer H6. Il ne va pas prendre le pion G2. Il va pousser le pion H6. Alors évidemment, on va voir ça, puisque là, c'est la suite de la partie, mais il faut essayer de comprendre ce qui se serait passé sur le cavalier prend G2. C'est intéressant quand même. Je sais que beaucoup d'entre vous, dans les commentaires, me demandent de m'occuper principalement de la partie et de ne pas aller dans trop de variantes. Mais là, c'est important de savoir quand même ce qui se passe. Pourquoi Richard Rapporte laisse le pion G2 et pourquoi Praggnanandhaa ne prend pas ce pion G2 alors qu'il pourrait le faire sur échec? Donc, alors je ne suis pas dans la tête des joueurs, je ne sais pas exactement ce qui se serait passé, mais il y a des scénarios possibles. Donc, essayons d'explorer les différentes suites. Si le cavalier prenait le pion en G2 et faisait échec au roi blanc, certainement le roi blanc viendra en F1 pour contre-attaquer sur le cavalier. Le cavalier n'a pas vraiment d'autre case que de revenir en F4 s'il ne veut pas être pris. Parce qu'en F4, il peut être pris, mais au moins le pion pourrait reprendre. Ça serait un échange équitable. Mais le fait pour les noirs de ne pas avoir joué H6 comme dans la partie et d'avoir été prendre le pion G2 pour repartir, ça laisse maintenant le trait au blanc et la possibilité au pion H5 de passer en H6, de pousser en H6, de frapper le pion G7, qui est un pion très important à la défense du roi noir, mais également du cavalier qui est cloué. H6. Alors là, deux hypothèses. Soit les noirs contre-attaquent sur le roi blanc avec fou H3 échec,
soit ils essayent de régler le problème du pion G7, peut-être en jouant G6. Voilà. Alors regardons l'approche d'abord offensive. Après fou H3 échec. Ici, peut-être que le roi pourrait se décaler, mais on peut imaginer également le sacrifice de qualité. Faire tour prend. Alors même qu'on a sacrifié un pion, on pourrait maintenant sacrifier la qualité. Faire tour prend, cavalier reprend, et maintenant prendre le pion G7. Parce que là, ça crée de sérieuses menaces contre le roi noir, ou plutôt vraiment une insécurité. Le roi noir n'a plus d'abri sûr. Alors vous allez me dire, oui, mais le cavalier est capable de prendre le pion F2 ou de prendre le fou. Si le cavalier prend le pion F2, on peut se décaler par exemple en E2, parce que là ça attaque la dame, et le cavalier maintenant est en danger, puisqu'on pourrait menacer D4 et retirer le soutien du fou à ce cavalier. Alors le cavalier pourrait revenir en H3, et là on pourrait jouer cavalier F5, vous voyez, on pourrait monter à l'assaut. On n'aurait pas peur de cavalier prend, parce que cavalier reprend. Et on a plus en plus de pièces à l'assaut du roi noir. Le cavalier F5 défend le pion G7, le pion G7 coince totalement le roi noir, le cavalier G5 aide le fou B3 à attaquer le pion F7. Vous voyez? Et puis, si le cavalier noir vient à bouger, le pion H7 serait très faible, avec des idées comme dame H2 et d'attaque sur la colonne H. Le roi peut également libérer la première rangée pour que la tour vienne à l'assaut. Et en quelque sorte, toutes les pièces blanches montent à l'assaut du roi noir. Alors bien sûr, les noirs, ils ont une qualité de plus, c'est-à-dire qu'ils ont une tour de plus. Mais les tours ne jouent pas, n'ont pas vraiment de colonne pour s'exprimer, alors que les cavaliers sont très bien placés à l'offensive. Les deux cavaliers, le fou qui cloue le pion F7, qui pointe en direction du roi, l'attaque sur F7, le pion G7 qui est bien protégé, qui entrave complètement le roi noir, la dame qui peut se joindre à la fête. Non, cette position, c'est beaucoup trop dangereux pour le roi noir. Et c'est pourquoi, dans cette position, Praggnanandhaa n'a pas voulu laisser le pion aller en H6. Et il a donc joué lui-même H6. Alors comment a réagi Rapporte? Il a pris maintenant le fou en F4. Parce que s'il recule en H4, maintenant qu'elle prend G2, échec se fait avec plus de mal pour les blancs, puisque ça attaquerait également le fou. Alors il a décidé de faire fou prend cavalier. Pion prend, son cavalier est attaqué, il vient en E2, il contre-attaque sur le pion F4. Cavalier G4 vient attaquer le pion F2. On pourrait se dire peut-être que petit roc permettrait à la tour de venir en F1 et de défendre, mais il a préféré jouer tour F1. Donc il laisse son roi au centre avec toujours l'idée de pouvoir faire un grand roc. Alors les noirs ont ramené le cavalier en F6. Pourquoi le cavalier recule? Pour laisser la place au fou d'ailleurs, pour qu'il vienne en G4. Et en même temps attaquer le pion H5. Ici, les blancs ont joué dame C2. Ils auraient pu entrevoir dame D2 pour permettre le grand roc. Ils ont préféré dame C2. Peut-être pour défendre aussi le pion E4. Ils se méfient peut-être de sacrifices qu'il pourrait y avoir sur la colonne E. En tout cas, il a joué dame C2. Fou G4. Et voilà, grand roc. Ici, Praggnanandhaa a reculé son fou en A7. Bon. Et cavalier prend F4. Praggnanandhaa a joué C6. Peut-être cherche-t-il à jouer D5 et à rompre le centre. Tour D en E1. Alors pourquoi tour D en E1? Certainement que sur la poussée D5, l'idée d'avoir joué la tour en E1, c'est d'appuyer la poussée en E5. Parce que le cavalier appuyait cette poussée, mais le cavalier peut être éliminé à tout moment. Donc c'est pour lutter contre la réaction centrale des noirs, parce qu'on dit souvent attaque à l'aile, réaction au centre. Et là, les blancs, ils ont très clairement la volonté d'attaquer l'aile roi noire. Et donc ils doivent s'opposer aux réactions centrales des noirs. Alors ici, il y a eu cavalier prend H5. Dame D2 protège le cavalier. Dame F6, ça attaque deux fois. Cavalier prend. Fou prend. Et la tour, utiliser la colonne H. Fou prend F3. Pion prend. Dame prend F3. Alors, tour H2 est venu là pour défendre le pion F2, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est attaqué deux fois, ce pion, par le fou et par la dame. Et seule la dame blanc protège. Et puis après tour H2, la menace des blancs, ça va être de poursuivre par tour G1. Ainsi, la tour se mettra face au roi, ça clouera le pion G7, et ça menacera des prises du pion en H6, avec des attaques terribles. On aura la dame et les deux tours, toutes les pièces lourdes, à l'attaque du roi en profitant des colonnes ouvertes G et H. Parce que vous pouvez observer que les pions manquants au blanc, ce sont les pions G2 et H2.
Et dans le cas de roc opposé, comme c'est le cas ici, il est assez courant de sacrifier ses pions volontairement pour ouvrir les colonnes G et H et permettre au tour de s'impliquer à l'attaque du roi. Alors, ici, Praggnanandhaa, comment il va faire? Il a toutes les pièces blanches braquées sur lui. Le fou sur cette diagonale, les deux tours qui vont attaquer, et la dame qui pourra prendre le pion en H6 une fois que la tour sera en G1 et qu'elle clouera le pion G7. Donc, c'est pratiquement mission impossible pour défendre le petit roc des noirs. Surtout que le fou A7 est de l'autre côté. Les tours, je ne vois pas comment elles peuvent défendre le roi noir. Seule la dame, mais la dame, elle est très maladroite pour défendre des attaques contre les tours, comme ça. Donc, c'est pas facile. Alors, quelle décision a pris Praggnanandhaa, d'après vous? C'est intéressant. J'aimerais bien savoir ce que vous feriez dans cette position. Eh bien, je vous invite une nouvelle fois à mettre la vidéo sur pause pour essayer de trouver une idée défensive pour Praggnanandhaa. A tout de suite. Alors, qu'auriez-vous fait dans cette position? Eh bien, Praggnanandhaa, il va décider de s'échapper, de faire la fuite du roi, la marche du roi. Il va jouer roi et fuite pour aller en E7, en D7, et il va partir de l'autre côté. Il va essayer de trouver refuge sur l'autre aile. Ça paraît très long, et d'ailleurs, ça ne sera pas sans dommage, bien sûr, mais ça va lui éviter de subir une attaque de mat à son roi. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur une telle marche de roi défensive. Une vidéo qui était très savoureuse et qui avait opposé Carlsen à Wesley So, je crois. Et je vous invite à cliquer sur le lien ci-dessus, parce que c'était vraiment une marche du roi de toute beauté. Alors, revenons à cette partie. Ici, roi et fuite a donc été joué. Le fou est venu en D1, repousse la dame qui vient en F6, et F4. Alors, c'est pour ça que le fou était venu en D1. Hein. C'était principalement pour déloger la dame et permettre la poussée du pion F. L'implication du pion F, lui aussi, à l'attaque. Roi E7. Pion D4. On voit que les blancs, maintenant, ont établi un trio de pions qui contrôle tout l'espace. Voilà. Et cette poussée du pion en D4 muselle le fou A7. Les pièces noires ne s'expriment pas par manque d'espace, vraiment, dans la position. Mais bon, le roi va en D7, il arrive à s'enfuir. E5, dame E7, tour G2, attaque G7. G6 est là. Comment continueriez-vous? Alors, c'est la troisième fois que je vous pose cette question. Vous pouvez accélérer si vous ne voulez pas chercher, mais sinon, je serais intéressé de savoir comment vous continuez, comment vous évoluez dans cette position. Eh bien, vous pouvez à nouveau mettre la vidéo sur pause. À tout de suite. Alors, avez-vous trouvé l'évolution? Ici, il faut comprendre qu'il n'y avait pas que des rocs opposés comme déséquilibre. Bien que maintenant, on se dirige vers des rocs de même côté, parce que si le roi arrive en C7, par exemple, les deux rois seront sur le même côté, depuis cette fuite du roi noir, la fuite de Varenne. L'autre déséquilibre qu'il y avait dans la position, c'est la présence de fou de couleur opposée. On lutte avec fou de case blanche contre fou de case noire, donc il convient d'engager le combat sur la couleur faible de l'adversaire. Il convient donc d'engager des combats sur les cases blanches. Et ici, si vous avez trouvé F5 ou E6, bravo, c'est les deux bons coups. Alors Richard Rapport va préférer F5, mais E6 c'est tout à fait possible, sachant que le roi ne peut pas prendre évidemment, la dame non plus, sinon il perdrait la dame, et en cas de prise, ça perdrait le pion en G6 et ça permettrait aux pièces blanches de rentrer et d'attaquer. Mais ici, F5 a été choisi par Richard Rapport. F5. Donc prise, et hop, infiltration de la tour en G7. On menace E6 ou fou H5 pour faire craquer F7. Tour F8, et là E6, échec, bravo. Le roi ne peut pas prendre, bien sûr, il y a la tour, la dame ne veut pas prendre parce qu'elle ne veut pas être prise par la tour, et le pion ne peut pas prendre parce qu'il y a le clouage comme ça latéral. Quelle belle séquence, F5 puis E6. Et voilà comment on va faire exploser toutes les défenses sur case blanche. Le roi va en C7, fou H5 qu'on appuie là où ça fait mal, dame F6 attaque la tour qui prend en F7 sur échec, bien sûr, tour prend, et le pion est arrivé sur la 7e rangée, à une marche de dame. Alors il faut tout de suite le bloquer, parce que les blancs ils pourraient essayer de jouer des coups comme tour E8 pour ensuite faire dame. Donc tour F8 a été joué. Et là, dame E3, avec l'idée dame E7 échec ou même dame E8, puisqu'on n'a pas peur de tour prend, puisque le pion reprend en se transformant en dame.
Donc les noirs prennent en F7. Ils sacrifient la qualité. Et oui, là, il n'y avait pas le choix. Donc, fou prend, dame prend, dame E7 échec, force l'échange des dames, tour prend E7 échec, roi B6. Là, C4 a été joué par Richard Rapporte, un coup de restriction ici. On restreint les cases du roi noir. On voit que le roi noir, le fou A7, c'est des pièces malheureuses quand même dans la position. Et là, qu'est-ce qui se passe? Praggnanandhaa tombe au temps. Il faut savoir que cette partie est jouée en 100 minutes pour toute la partie, plus 30 secondes à chaque coup joué. Donc il y a quand même pas mal de temps. Et il faut savoir qu'au 40e coup, les joueurs ont un bonus de temps. Il semblerait, j'en suis pas sûr, que Praggnanandhaa n'ait pas vu qu'il n'ait pas atteint le 40e coup. En réalité, Richard Rapporte a atteint le 40e coup, on est au 40e coup de la partie, mais le 40e coup noir n'a pas été joué, donc il n'y a pas eu le bonus, l'ajout de temps, et Praggnanandhaa est tombé au temps. Peut-être en pensant qu'il avait eu ce bonus. Toujours est-il que cette partie est très compromise pour lui. Parce que les blancs, ils ont une tour contre le fou de case noir. L'avantage de la qualité, qui ici, c'est visible que la tour est supérieure. Alors bien sûr, les noirs, ils ont 2 pions de plus. Les pions F5 et H6. Mais ces pions sont condamnés. La tour va très vite pouvoir les éliminer. Et après, il faudra continuer la partie avec la qualité de plus, l'avantage de la tour sur le fou. Alors, aux mains de joueurs aussi techniques, aussi forts, on parle des meilleurs joueurs du monde, cet avantage est quasiment décisif pour les blancs. Mais on aurait pu voir encore une finale intéressante si Praggnanandhaa n'était pas tombé au temps. Voilà, mais j'ai voulu vous montrer cette partie, notamment pour cet assaut avec l'avance du pion H, l'attaque sur le roc noir. Alors même que le roi blanc est encore au centre, mais avec l'idée de faire grand roc. Peut-être que les noirs, donc roquaient trop hâtivement, ou ont joué des coups pas assez tranchants par la suite. Toujours est-il que l'attaque a triomphé pour Richard Rapporte. Alors ça fait du bien d'ailleurs à Richard Rapporte parce qu'il n'était pas très bien au classement. Donc là on voit qu'il est en 9e position avec 3 points et demi. Abdusattorov, le jeune ouzbek de 19 ans, premier avec 6 points. On l'a dit, c'est extraordinaire comme avantage face à une opposition aussi forte. Donc 6 points sur 8 rondes, c'est vraiment très beau. Anish Giri et Wesley So en 2e position. Puis nous avons plusieurs joueurs à 4,5, dont Carlsen qui fait son retour. Après 2 défaites d'affilée, il vient d'enchaîner 2 victoires d'affilée. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé, que vous aurez pris du plaisir à suivre l'attaque rageuse de Rapporte. Vous pouvez me laisser des commentaires, des pouces, partager la vidéo. Vous savez que ça me fera du bien, ça fera du bien à la chaîne, à mon travail. Au revoir à tous.